Avant d'aller investir au pays ou investir en Afrique, je vais t'inviter à écouter attentivement cette vidéo. Ne va pas investir en Afrique ou investir dans ton pays si tu ne maîtrises pas ces différents contingents. Donc ce que je vais partager ici avec toi, c'est d'une importance capitale. Si tu ne maîtrises pas ces différentes contingences, tu peux aller avec la bonne volonté en pensant que tu viens investir en Afrique, tu viens développer l'Afrique. Mais alors que tu viens plutôt appauvrir l'Afrique, tu viens plutôt, je vais dire, continuer à faire régresser l'Afrique. Donc, reste que sur le bout de cette vidéo, en fait, je puisse partager avec toi la philosophie qu'il faudrait que tu aies en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant que panafricain, parce que oui, à ce moment, il y a un très fort vent de panafricanisme qui souffle. En tant que patriote, parce que c'est des choses qu'il faut avoir si tu veux vraiment aller entreprendre ou investir en Afrique. Parce qu'aller entreprendre en Afrique ou aller entreprendre dans ton pays, il faudrait que tu aies la fibre patriotique. Il faudrait que tu sois patriote. Si tu vises maintenant tes collages, investir sur le plan continental, il faudrait que tu sois panafricain. Mais cette fois-ci, le panafricanisme avec plus de pragmatisme. Pas un panafricanisme qui est tout simplement de clavier ou un panafricanisme qui vise à la détestation des autres ou à la haine des autres. Mais un panafricanisme clair et concret qui permet au progrès, qui permet, je dis, au développement clair et concret de ton continent avec des actes clairs et concrets, avec du pragmatisme. Comme j'ai coutume à te dire, la réussite ou le succès, c'est la stratégie. Donc pour cela, ça va demander qu'on adopte vraiment beaucoup plus de stratégies. Donc, je vais t'inviter ici à rester jusqu'au bout de cette vidéo, enfin, comme je t'ai dit, que je partage avec toi la vision, comment est-ce que, de façon stratégique, de façon pragmatique, de façon, c'est-à-dire qu'avec une certaine idéologie ici aussi, aller entreprendre de façon intelligente, afin de pouvoir développer, c'est-à-dire que le pays, ou développer le continent. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si écrit la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et business, de partager mon mindset. Oui, je viens te permettre ici d'apprendre à désapprendre et à réapprendre à nouveau, afin que tu puisses aller sur les bonnes bases et connaître ta prospérité financière. Je viens partager avec toi ici mon expérience sur le domaine de l'entrepreneuriat et sur le domaine d'investissement, particulièrement sur les cultures comme le poivre de Penja, qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du résinendon et l'autre, la culture de la Garcinia Cola. Par le biais de mon expérience, je viens te démontrer qu'on peut gagner énormément d'argent avec l'agriculture. Si on se met à penser autrement, que gagner de l'argent dans le domaine agricole, ça ne te demande pas d'avoir des superficies énormes. Ça ne te demande pas d'être sur 1000 hectares, 2000 hectares. Ça ne te demande pas d'aller des fois aussi casser la tirelire. Donc, ça te demande plutôt de sortir en dehors de la boîte. De ne pas penser comme tout le monde. C'est pour ça que je viens te montrer au travers de la chaîne ici les produits du terroir. Les produits que tu consommes depuis la nuit des temps, mais qui ne sont pas, que justement, valorisés et vulgarisés. Qui ne sont pas des produits à l'échelle, à grande échelle, mais qui ont des rentabilités comme ça énormes. Donc si toi aussi tu veux aller te faire partie des seigneurs de la terre, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là. Je t'ai mis un lien de formation gratuit où je partage avec toi 10 idées de culture hautement rentables. C'est les produits du terroir. C'est les produits qui te hissent comme ça, qui te donnent ta prospérité financière. C'est des produits qui sont générationnels. Tu les plantes là maintenant, c'est la prospérité financière que tu bâtis. C'est des cultures qui vont sur plus de 80 ans. Donc c'est vers là qu'on doit aller, c'est ce mindset qu'on se doit d'avoir. Donc regarde sous la barre de description, clique sur le lien et bénéficie de ces
10 idées de culture hautement rentables. Et si tu veux aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc, j'étais en train de dire ici que avant d'aller entreprendre ou investir en Afrique, tu te dois, c'est-à-dire que justement, d'écouter cet enseignement. Tu vois, je prends le temps comme ça de partager. Je sais que c'est des vidéos comme ça, où l'algorithme YouTube aussi ne va pas que proposer à plusieurs personnes. Donc, je t'invite à mettre assez de pouces, afin que l'algorithme puisse partager à plusieurs d'entre vous. Parce que tu sais aussi, l'algorithme veut nous cantonner à certaines thématiques. Mais tu vois ici que si on veut se développer, on ne doit pas rester cantonné sur des cases. On se doit de développer notre état d'esprit, de développer nos compétences. Et les compétences ici sont diverses et variées. Ce n'est pas uniquement dans le domaine agricole. Alors que l'algorithme YouTube, quand tu dis agriculture, l'algorithme veut que tu restes dans l'agriculture. Alors qu'il n'y a pas que le domaine agronomique que tu dois maîtriser. Il y a plusieurs contingences que tu dois maîtriser. Mais je prends ce challenge-là de des fois aussi, c'est-à-dire que voilà, ne pas avoir, c'est-à-dire qu'un maximum de nombre de vues, mais de pouvoir, c'est-à-dire que parler sur toutes les contingences, afin que tu puisses être, je vais dire, complet, afin que tu puisses être bien armé, bien outillé, avant d'aller investir au pays ou aller entreprendre au pays. Donc, j'étais en train de dire ici que si nous voulons voir, c'est-à-dire que nos différents pays, si nous voulons voir l'Afrique émerger, si nous voulons voir l'Afrique se développer, on se doit de bien se questionner. Qu'est-ce qui explique que depuis les sorties des indépendances, depuis plus de 60 ans, que l'Afrique soit toujours en arrière, que l'Afrique ne soit pas développée? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que si on ne se pose pas la question, si tu ne te poses pas la question du pourquoi, parce que tout commence par le questionnement. Avant d'aller investir ou entreprendre en Afrique, pose-toi la question du pourquoi est-ce que nous ne sommes pas développés. Parce qu'en posant la question du pourquoi, ça va questionner ton business. Parce que moi, je viens ici interroger le business. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas le business, ce n'est pas parce qu'on n'entreprend pas, ce n'est pas parce qu'on n'investit pas. Mais on se doit de se poser la question, mais quel type d'investissement nous faisons en Afrique? Quel type de business nous faisons en Afrique? Est-ce que ces business contribuent au développement de l'Afrique? Est-ce que c'est des business alimentaires? Est-ce que c'est des business tout simplement qui viennent enrichir notre personne, qui viennent nous permettre de donner de l'argent? Parce qu'il faudrait aussi qu'on comprenne, c'est quoi la différence entre avoir de l'argent et être riche? Moi, à ce que je sache, dans mon pays, qui est le Cameroun, les gens font du business. Les gens font du business. Mais qu'est-ce qui explique que le pays ne soit pas autant développé? Donc je pense que avec humilité, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, on se doit de se questionner. Et commencer à se questionner, c'est-à-dire que c'est le début du changement. Donc aller faire le business, je pense que ça demande aussi une sacrée dose de patriotisme. Pour que ton pays se développe, il faudrait que tu aies une sacrée dose de patriotisme. Donc quand tu dis que tu vas bien faire le business, tu te dois de faire du business avec, c'est-à-dire une idéologie du patriotisme économique. Donc pour cela, si nous voulons voir que nos différents pays émerger, c'est-à-dire que c'est une affaire de tous. Ça va commencer c'est-à-dire que par nos dirigeants, par les politiques. C'est une affaire c'est-à-dire qui doit toucher c'est-à-dire que les opérateurs économiques, dont les businessmen, les entrepreneurs, les investisseurs, les opérateurs économiques. C'est une affaire qui doit interpeller c'est-à-dire, voilà, toutes les personnes influentes. C'est une affaire qui doit interpeller c'est-à-dire que la partie civile. Si nous voulons voir nos différents pays émerger, se développer, c'est une affaire de tous. Maintenant, en parlant, c'est-à-dire voilà, de développement, on ne va pas se développer dans l'anarchie. C'est nos dirigeants qui doivent, c'est-à-dire que justement, avoir la feuille de route. Ce sont les politiques, les gouvernants. Donc, chaque pays qui se respecte se doit de se rassurer de sa souveraineté. Je peux répéter, chaque pays qui se respecte se doit de se rassurer de sa souveraineté. La souveraineté ici est nationale. Donc, on se doit d'être souverain
Tu te dois de te sentir burkinabé, tu te dois de te sentir malien, tu te dois de te sentir ivoirien, tu te dois de te sentir camerounais, tu te dois de te sentir béninois, tu te dois de te sentir togolais, congolais, sud-africain, rwandais, burundais. Tu vois, tu te dois de te sentir. Et dans cette souveraineté nationale, il ne peut pas avoir de développement s'il n'y a pas de sécurité. Quand tu te sens à 100% camerounais, à 100%, et tu dois te sentir à 100% africain. Mais dans ça, il faudrait la sécurité. Ça, c'est le rôle de l'État, de garantir ça. Il ne peut pas avoir de développement s'il n'y a pas de souveraineté, s'il n'y a pas, c'est-à-dire que sur le plan sécurité, il n'y a pas de sécurité, si on n'a pas de souveraineté militaire, si on n'a pas de souveraineté technologique. Chaque État qui se respecte se doit de garantir que sa souveraineté technologique. Parce que si on ne détient pas la technologie, tu vois qu'on détiendra, on sera dépendant de quoi? De la technologie des autres. Je t'explique ça pour que tu comprennes avant de venir faire le business. Ne pense pas qu'en allant importer la technologie, même si on dit que la technologie n'appartient pas à personne, mais on se doit d'être souverain. Tu peux aller prendre ailleurs, mais avoir aussi, c'est-à-dire que d'autres expertises et compétences qui sont propres à toi. Parce que si tu dépends à 100% de l'extérieur, tu vois que tu n'es pas souverain. À chaque fois, on te menace. Donc, il y a la souveraineté économique. La souveraineté économique aussi ici. On se doit de tout faire. C'est pour ça que j'ai parlé du patriotisme. Souveraineté économique ici ne veut pas dire que aller faire du business n'importe comment. Tu te dois d'aller faire du business en sachant que ton économie ne dépend pas entièrement de l'extérieur. Tu vois que si tu vas faire un business où ton business dépend à 100% de l'extérieur, ce qui est le cas chez nous aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, on pense qu'aller entreprendre ou aller investir en Afrique, ben, il suffit d'aller acheter les choses à l'extérieur et de les ramener en Afrique. Nous sommes en train de faire du business. Non, quand tu fais un business comme ça, ton business, c'est-à-dire quoi, vient peut-être servir un besoin, mais ce besoin, ça n'enrichit pas, c'est-à-dire que le tissu économique de ton pays, parce que c'est des devises qui sortent en fait. Ça ne crée pas les emplois, alors qu'on sait que le taux de chômage dans nos différents pays, des fois, frise les 80%, pour ne même pas dire 90%. Et tu sais, comme nous sommes dans un monde de rapport de force, à tout moment, s'il y a des contingences, on peut, c'est-à-dire que justement, bloquer, c'est-à-dire voilà, empêcher que ces produits-là ne viennent encore chez nous. Donc, je vous dis, il y a la souveraineté technologique, souveraineté alimentaire. Je vais développer sa souveraineté alimentaire. En parlant de souveraineté alimentaire, on vit ici l'agriculture. Je vais développer ça. Il y a la souveraineté sur le plan énergétique. On ne peut pas que prétendre le développement si nous ne sommes pas souverains sur le plan énergétique. Donc, on se doit d'être souverain sur le plan énergétique. Il y a la souveraineté que sur le plan de la recherche. Chaque pays qui se respecte se doit de développer que sa recherche. La recherche scientifique, la recherche technologique se doit d'être vraiment de mettre les fonds là-dessus. On se doit d'être souverain sur le plan de l'éducation nationale. On se doit d'avoir des systèmes scolaires de qualité, de la maternelle jusqu'aux universités, des universités de renom, et donnant, c'est-à-dire voilà, des formations, c'est-à-dire voilà, sur le plan académique, qui sont, c'est-à-dire que justement en accord avec nos problématiques, qui vient résoudre les problèmes que nous avons. Pas des programmes scolaires copiés, calqués, c'est-à-dire que de l'extérieur, mais des programmes scolaires qui répondent aux problématiques qui sont les nôtres. Donc l'éducation se doit d'être souverain. On se doit être souverain que sur le plan aussi industriel. Donc tu vois, quand tu comprends donc ça, quand je cite donc tout ça, tu vois ici que c'est l'État qui doit nous garantir ça. Maintenant, quand je dis l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Le gouvernement, c'est nous. Donc, c'est à chacun de nous de venir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, quand tu viendras faire le business, tu te dois de questionner ton business. Tu te dois de t'interroger sur le type de business que tu viens faire. Donc, il faut comprendre ici que si on veut, c'est-à-dire que justement, connaître l'émergence, on se doit de commencer, c'est-à-dire que dès la base, le modèle de développement
qui est aujourd'hui le modèle de développement international, c'est qu'on commence par la partie telle que déjà primaire. La partie primaire ici, c'est les matières premières. Ça peut être les matières premières telles que la minière ou les matières premières agricoles. On a l'or, le diamant, le cobalt, le pétrole, bon, l'uranium. On sait que l'Afrique regorge des ressources naturelles immenses. En termes d'agriculture, on a une multitude comme ça de produits tels que agricoles. Le manioc, le macabo, le taro, l'igname, le sorgho, le mil, le maïs, les arachides, tels que le palmier à huile, l'évia, le caoutchouc, le cacao, le poivre, tel que la vanille, les bananes plantains. C'est énorme. Tu vois que sur le plan de la souveraineté alimentaire, si on veut aujourd'hui sortir, c'est-à-dire que l'Afrique de la famine, on se doit d'aller aujourd'hui valoriser et vulgariser cette multitude de cultures. Est-ce que nous sommes en train de le faire? Quand on parle du plan alimentaire, on parle ici maintenant de la semence. Tu vois que j'ai parlé de la recherche. Donc ça veut dire qu'on se doit aujourd'hui de développer, d'axer de la recherche sur les semences de qualité. Tu vois que si on développe la recherche, c'est les millions d'emplois qu'on va créer. Si on va développer telles que nos semences, c'est des milliards que ça va engendrer telles que sur l'économie réelle de nos différents pays. Au lieu d'aller importer aujourd'hui les semences de l'extérieur. Et lorsqu'on importe les semences de l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On vient brider notre alimentation. On vient changer notre mode de consommation et notre mode de production. On devient dépendant des semences venues de l'extérieur. Et les semences venues de l'extérieur, c'est quoi? Généralement, c'est les céréales. C'est le maïs. C'est le soja, c'est le blé. Tu comprends pourquoi à chaque fois je parle ici? Je le dis parce que moi, on se doit d'aller investir ou entreprendre de façon stratégique avec, c'est-à-dire que justement, la fibre, c'est-à-dire que patriotique. Parce que quand on parle des semences, eux, ils ont déjà développé cette technologie-là. J'ai dit, ils ont déjà la souveraineté sur le plan avec la recherche. Sur le plan de la recherche et du développement, ils ont développé leurs semences à hauteur des milliards, des centaines de milliards. Donc, quand ils arrivent, c'est pour faire le business. Et ces semences-là, de céréales, pour que ce soit rentable, ça demande qu'on produise sur des superficies énormes. Il faudrait que tu sois parti de 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares. Et ce sont des semences dites aujourd'hui hybrides, hybrides ou améliorées. Tu ne peux pas reconduire ces semences. Et lorsque tu viens donc produire le maïs, ou le blé, ou le blanc, peu importe, tu vois que ça vient changer notre mode de production et notre mode de consommation. Et si on s'habitue à cela, on ne va plus commencer à produire le macabo, le manioc, les plantains, les bananes douces, l'igname, le taro, le sorgho, le niébé, le fenouil, le haricot, les arachides, nos cultures de rente, telles que le poivre, le palmier à huile, le njangsan, le bitako, là, tu vois, bref, c'est comme ça qu'on va effacer, on va, c'est-à-dire que perdre nos différentes cultures. Je ne sais pas si tu es en train de voir un peu les choses. Au lieu aujourd'hui de manger une multitude d'investissements, on va se retrouver en train de manger uniquement le maïs. Mais ce que toi, tu ne sais pas, c'est que eux, ici en Occident, ils produisent le maïs. Le maïs n'est que consommé à 2%. Le maïs consommé par les humains ici en Occident, c'est 2%. Les 98%, c'est les animaux qui consomment et ils transforment ce maïs-là en éthanol, en produits dérivés. Donc tu vois qu'eux, ils viennent nous faire consommer en disant qu'il faut, pour lutter contre la famine, ou la sous-alimentation, on se doit de produire des céréales, mais les céréales qu'eux, ils ne consomment pas. Et ces céréales ne sont pas autant riches comme le manioc, comme le macabo, le taro, l'igname, le plantain, la banane douce, les pommes de terre, la patate. Et nos cultures vivrières produisent énormément, c'est-à-dire qu'à l'hectare. On va aussi nous faire comprendre que si nous ne sommes pas assez développés, c'est-à-dire que sur le plan agricole, si on traîne encore, s'il y a de la famine, c'est parce que ce n'est pas mécanisé.
On se doit encore de se questionner. J'ai parlé, c'est-à-dire que voilà, chaque pays qui se respecte se doit d'être souverain sur le plan technologique. Mais quand on parle de mécanisation, est-ce que tu as dit que nous avons comme ça cette technologie à nous? Est-ce que nous fabriquons les tracteurs? Est-ce que nous fabriquons les différents ensemblages pour le tracteur? Est-ce que nous avons comme ça des unités de transformation de tracteurs, des chaînes de montage? Est-ce que nous avons des écoles qui forment, c'est-à-dire que des techniciens, des ingénieurs à pouvoir, c'est-à-dire que justement, fabriquer ces tracteurs-là et même maintenir les différents tracteurs? Vous voyez qu'on commande les tracteurs. Derrière, il n'y a pas le service après-vente. Derrière, il n'y a pas, c'est-à-dire que justement, ce qu'on appelle le transfert de technologie. Et ça donne quoi? Ça donne que nous sommes dépendants de ces produits-là. Lorsque tu vas acheter un tracteur à 100 millions ou à 30 millions, tu vois que c'est l'argent qui sort pour aller pouvoir enrichir d'autres économies. Eux, à l'extérieur, ils ont des écoles technologiques, des écoles scientifiques, ils ont des ingénieurs qui sortent chaque année. Ça crée la main-d'œuvre. Ils ont des usines qui fabriquent ces tracteurs. Ça crée la main-d'œuvre. Ça leur apporte la plus-value. Il y avait ça dans un monde de rapport de force. Lorsque tu deviens indépendant, et tu deviens dépendant de ces produits-là, on te bloque à chaque fois, on te fait le chantage. Je prends assez de temps comme ça pour que tu comprennes ça avant d'aller entreprendre. Donc tu vois que si tu n'as pas, c'est-à-dire que cette idéologie, si tu n'as pas cette vision-là, tu peux aller investir ou entreprendre en pensant que tu viens développer l'Afrique, mais alors que tu es plutôt en train de faire régresser l'Afrique. Oui, tu me diras, toi tu auras de l'argent. Tu auras certes de l'argent, mais ton pays ne sera pas en train de se développer. C'est ce qui se passe depuis plus de 70 ans. On a des opérateurs économiques qui opèrent, qui sont milliardaires, mais l'Afrique est toujours à la traîne. Nos différents pays sont toujours à la traîne par rapport à la mauvaise vision qu'ils ont. Note ça très bien. Donc, j'ai donc dit qu'on se doit de faire très attention lorsqu'on va faire avec nos business ou lorsqu'on va entreprendre. La meilleure façon ici, c'est quoi? Ça va demander qu'on ait une sacrée dose de patriotisme. Il faut comprendre qu'ici en Occident, ils ne se sont pas développés tel que du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup de révolutions. Ils ont fait la révolution telle qu'à l'époque Lumière, au Moyen-Âge, où c'est les Français qui étaient devant. Il y a eu la révolution industrielle par les Anglais. Quand on dit révolution industrielle, donc ça veut dire que le fer, la transformation du fer, l'industrie, ils sont passés à la révolution industrielle parce qu'ils ont développé cette fois-ci la recherche, la technologie par les écoles. Donc si nous aussi on veut se développer, on se doit d'aller pas à pas. De commencer par le secteur primaire qui est là. De maîtriser le secteur primaire, parce que quand j'entends des fois que la production ne sert à rien, on ne produit donc pas, vous allez vendre quoi? Vous voyez, il y a cet amalgame-là. On se doit de maîtriser la production, parce que la production, c'est la science. On se doit de maîtriser l'agronomie, on se doit de maîtriser les semences, parce que comment produire les semences? On se doit de maîtriser que la météo, le réchauffement climatique qui est là. On se doit de maîtriser que le sol, maîtriser la biodiversité, maîtriser que l'environnement. Donc de produire les produits de qualité. Lorsqu'on passe maintenant à la phase secondaire, c'est la partie transformation, la partie industrielle. Donc quand on a maîtrisé maintenant l'ensemble de nos matières premières, je parle ici de l'agriculture, ça peut être aussi sur la partie minière. Quand on a maîtrisé la culture du manioc, du macabo, du taro, du poivre, du njansan, du bitacola, de l'igname, la patate douce, la banane plantain, des agrumes, des arbres fruitiers, quand on a maîtrisé ça, et on doit se rassurer que ce sont nos produits du terroir. Nos produits du terroir. Des produits sur lesquels on maîtrise, c'est-à-dire que l'itinéraire agronomique. On peut, c'est-à-dire que écrire. On peut donner les qualités organoleptiques de chaque produit. On maîtrise nos sols. On maîtrise les qualités des sols. Nous-mêmes, nous allons créer nos propres labels. Nous allons créer des labels comme IGP, Indication géographique protégée, des labels comme les AOC, Appellation d'origine contrôlée, des labels comme les AOP, Appellation d'origine protégée, ce qui va apporter la plus-value sur nos matières premières. On fait pareil pour l'élevage. On fait pareil aussi pour nos matières minières. N'ayant
la souveraineté telle que sur le plan tel que l'éducation et la souveraineté sur le plan de la recherche, on va développer telles que les écoles scientifiques, les écoles technologiques, qui vont nous permettre comme ça, et une fois on aura aussi la souveraineté énergétique, parce que c'est très important, on pourra maintenant transformer c'est-à-dire que nos matières premières minières en fer, en zinc, en cuivre, en aluminium, en or, en peu importe quel matériau précieux, afin de pouvoir passer à la phase secondaire qui est la transformation. Une fois on va créer quoi? Des usines, parce qu'il faut comprendre que la métallurgie, c'est-à-dire que c'est des usines lourdes, hein, il faut déjà, on a déjà cette expertise technologique, métallurgie, sidérurgie, afin de pouvoir transformer ces différents matériaux-là. On pourra passer à la phase secondaire. Et tout ce que je cite là, c'est des emplois que ça crée. C'est ce que j'appelle les chaînes de valeur. Et des chaînes de valeur endogènes. C'est des emplois que ça crée. C'est de la plus-value que ça apporte. S'il faut aller chercher la technologie, oui, la technologie, on peut chercher la technologie ailleurs, ramener la technologie ou faire le transfert de technologie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit seulement que non, il faut aller produire de façon industrielle. Et non, on ne travaille pas, c'est pas parce qu'on ne travaille pas avec les tracteurs. Mais on peut aller acheter les tracteurs. C'est bien ce que j'ai vu que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. 1000 tracteurs, oui, c'est bien. Mais 1000 tracteurs, ce que je voudrais, c'est-à-dire que mon capitaine, c'est que derrière, qu'il y ait des écoles technologiques, qu'on crée des écoles technologiques qui vont permettre aux étudiants de pouvoir acquérir la compétence, fabriquer ces tracteurs-là. Qu'on amène même les jeunes, une centaine, même 100 ou 400, aller se former à l'extérieur, avoir le transfert de technologie. Qu'on puisse avoir des écoles de maintenance, parce que quand on a 1000 tracteurs, c'est bien. Mais si le tracteur tombe en panne, on fait comment? Est-ce que nous avons, c'est-à-dire que l'expertise pour pouvoir dépanner ces tracteurs-là? Nous voyons qu'ils vont nous vendre les tracteurs, garder la technologie avec eux, continuer à faire la maintenance pour nous vendre les pièces, mais c'est de l'argent qu'on perd. Et comment est-ce qu'on fait maintenant pour calculer le coût de production? Parce que c'est ça qui fait élever le coût de production. On a beau être sur les tracteurs, mais tant que ce n'est pas nous qui les fabriquons, tant que la matière première ne vient pas chez nous, tant que ce n'est pas nous qui transformons, ben, ça fait monter le coût de production. Et quand le coût de production monte, le panier de la ménagère pèse. Et comme nous sommes dans des pays avec beaucoup d'inflation, où le taux de chômage est élevé, le pouvoir d'achat n'est pas assez élevé, on ne consomme pas. Il faut bien comprendre mon plaidoyer. Donc, c'est des choses qui se pensent en fait. Tous ces pays que vous voyez, chaque pays qui se respecte ne lutte que pour sa souveraineté. Un pays comme la France investit chaque année plus de 2,5 milliards d'euros. 2,5 milliards d'euros pour sa recherche. Et 2,5 milliards d'euros, c'est sur le domaine uniquement agricole. 2,5 milliards d'euros uniquement sur le domaine de l'agriculture par rapport à la recherche et développement sur les semences, parce qu'ils veulent toujours avoir les semences de qualité afin de pouvoir garantir la souveraineté alimentaire, sur les domaines technologiques, afin de pouvoir avoir les équipements de qualité pour pouvoir accompagner les agriculteurs, sur la recherche sur le réchauffement climatique, parce que c'est un phénomène qui est là, comment continuer à lutter contre produits, c'est-à-dire faire des produits de qualité et de façon, c'est-à-dire productif, sans détruire l'environnement. Ils investissent toujours sur le déploiement, c'est-à-dire que sur le rayonnement, c'est-à-dire que sur l'échelle mondiale. 2,5 milliards dans le domaine de l'agriculture. Et je t'ai cité ici qu'il y a le domaine technologique, il y a le domaine scientifique, il y a le domaine militaire, mais ils mettent un budget de 2,5 milliards dans nos pays en Afrique. Combien de pays? C'est quoi les budgets dans le domaine agricole? Rien que dans le domaine agricole, c'est quoi le budget? Donc, vous voyez qu'on n'a pas encore fait des vraies réformes agraires. On n'a même pas encore fait, il n'y a aucune réforme que nous avons faite, aucune révolution que nous avons faite. Que ce soit sur le plan industriel, économique. Il n'y a rien. On navigue comme ça à vue et on veut prétendre aller faire du copier-coller. Eux, ailleurs, ils ont fait des vraies réformes. Eux, ailleurs, ils fonctionnent avec une idéologie, une idéologie, le patriotisme. Ils préservent leurs produits du terroir.
Ils sont, c'est-à-dire que pour le libre-échange, mais en même temps, ils sont dans le protectionnisme. Ils protègent, c'est-à-dire que les précaires. Parce qu'ils savent que nous sommes dans un monde de rapport de force. Dans un monde de rapport de force, tu ne dois pas dépendre. J'ai parlé sur le plan de l'éducation. Chaque État qui se respecte se doit d'avoir la souveraineté sur l'éducation. Regardez nos différents pays d'Afrique. Regardez la fuite des cerveaux. Chaque enfant aujourd'hui rêve d'aller à l'extérieur. Au Cameroun, tout le monde ne rêve qu'aller au Canada. Tout le monde rêve d'aller aux États-Unis, venir en France. C'est la fuite des cerveaux. Tous ces cerveaux-là qui quittent l'Afrique et qui viennent servir, c'est-à-dire que les pays occidentaux, c'est un manque à gagner énorme. Donc chaque pays qui se respecte se devrait d'avoir la souveraineté sur l'éducation afin d'éviter qu'il y ait des fuites de cerveau. Parce que ces cerveaux-là, les différents pans que j'ai cités là, il faudrait qu'on ait assez de cerveaux tels que sur le territoire national afin de pouvoir développer ces pans-là. Donc ça, en tant que politique, en tant que dirigeant politique, en tant qu'opérateur économique, en tant que parti civil, en tant qu'homme influent, c'est le devoir qu'on se doit d'avoir. Si on veut voir nos pays émerger, si on veut voir le continent émerger, on se doit d'avoir. C'est un acte de patriotisme en fait. Donc on va se devoir de questionner nos business. Donc tu vois, quand tu viens maintenant dire que tu viens faire l'immobilier, tu te dois de te poser la question que l'immobilier apporte quoi? Tant qu'on n'a pas, c'est-à-dire que faire cette révolution-là, industrielle, de pouvoir transformer toutes nos matières premières. On a le bois, mais nous ne transformons pas le bois. Nous avons les ressources minières, nous ne les transformons pas. Nous avons les matières premières agricoles. La plupart de ces matières premières agricoles, nous ne les transformons pas. Donc tu vois que si toi tu viens maintenant faire l'immobilier, ce qui est sûr, tout ce que tu vas acheter ne sera pas produit par ton pays. Bien sûr, tu vas construire un immeuble, mais toutes les matières finies ne sont pas fabriquées dans ton pays. Tu vois que tu enrichis plutôt l'économie ailleurs. Bien sûr, l'immeuble sera là, l'immeuble va être bien. Tu vas te dire, ah, tu as fait une belle affaire. Mais cet immeuble-là embauche combien de personnes? C'est comme ça que tu dois te questionner. Alors que si tu étais allé te mettre une usine de transformation de bois, tu serais en train d'embaucher des milliers de personnes. Et ce bois serait transformé, tu viendras construire ta maison, tu sais que c'est l'argent que tu laisses à l'économie de ton pays. Tu peux le décliner comme ça sur plusieurs business. Le transport, c'est bien, on a besoin. Je vois en ce moment les VTC, les Yango, mais ça sert combien de personnes? Tu viens faire ça en plein droit là uniquement. Mais qu'en est-il des 10 provinces, des autres provinces? Tu viens faire ça en plein Abidjan. Qu'en est-il que des autres provinces? Qu'en est-il que des autres villes de l'arrière-pays? Et combien de personnes peuvent soustraire à ce service-là? Mais tu vois que c'est des voitures comme ça, achetées à 10 millions, à 20 millions, mais qui n'enrichissent que d'autres économies. Ou derrière, nous n'avons pas des usines d'assemblage de ces voitures-là. Ou derrière, il n'y a pas un transfert de technologie, nous ne pouvons pas fabriquer ces voitures. Ou derrière, les pièces même de rechange ne nous appartiennent pas, tu dois toujours encore consommer ailleurs. Oui, tu viendras dire, par patriotisme, que tu développes l'Afrique. Mais non, tu ne développes pas l'Afrique. Tu t'enrichis, mais tu n'es pas en train de développer l'Afrique. Et puis, c'est des business comme ça qui, pour moi, ne peuvent pas aller loin. Parce que du jour au lendemain, on peut bloquer. Il suffit, comme j'ai dit, qu'il y ait mésentente entre différents États, entre l'Occident et l'Afrique, on bloque la frontière. Tu as vu ce qui s'est passé et c'est des faits comme ça qui sont devant nous. Regardez que même la crise entre la Russie et l'Occident. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la crise s'est établie, on a mis les sanctions. On a mis les sanctions sur la Russie. On a fait l'embargo sur toutes leurs richesses extérieures. La Russie aussi en a fait pareil. C'est comme ça que le monde fonctionne. Imagine un temps soit peu, si la Russie n'était pas autonome, si la Russie n'avait pas développé son industrie, n'avait pas développé son économie, n'avait pas développé ses recherches, n'avait pas développé ses ressources minières, n'avait pas développé son agriculture. Tu vois où est-ce que la Russie allait être aujourd'hui? Ben, la Russie allait capituler, donc Poutine allait capituler, allait flanchir. Mais comme un homme malin,
il a développé, et il a développé ces différents pans-là. On s'est plutôt rendu compte que ben, c'est la Russie, que c'est le monde qui dépendait même peut-être, qui dépendait de la Russie, par ses céréales, par son engrais, par son pétrole, par ses matières telles que minières. Donc tu vois, c'est comme ça qu'on se doit de penser. Ne va plus faire le business n'importe comment. Ne va plus tel que te lancer en disant que oui, tu entends crypto-monnaie, oui, tu vois la crypto-monnaie. Tu entends aujourd'hui bourse, oui, tu vois la bourse. Il faut te poser la question, au-delà du fait que je gagne de l'argent, mais en quoi ça enrichit tes compis? Tout comme aujourd'hui, tu entends e-commerce, tu vas aller faire dropshipping. Mais dropshipping, tu vas peut-être certes gagner de l'argent. Mais en quoi ça enrichit, c'est-à-dire que l'Afrique? Explique-moi. Les produits sont manufacturés en Chine, ailleurs. Tu ne vois même pas les produits. Tu ne sais que d'intermédiaire entre le client et le producteur. Oui, tu vas gagner ta commission au passage. Mais en quoi toi tu enrichis l'Afrique? En quoi? Donc c'est pour cela que moi je viens comme ça t'interpeller. Je viens te demander d'apprendre à désapprendre et à réapprendre à nouveau. Si tu veux vraiment développer l'Afrique, si on veut vraiment développer l'Afrique, on se doit d'aller de façon, c'est-à-dire que penser, commencer dès la base. Oui, c'est un travail qui va être peut-être long. Mais ça a le mérite d'être fait parce que c'est comme ça que les autres ont fait. Les pays d'Asie aujourd'hui qu'on cite, l'Indonésie, la Malaisie, pardon, pour ne citer que ceux-là, il y a quelques années en arrière, ils étaient derrière. Ils n'avaient pas le même PIB que certains pays d'Afrique. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, leur PIB est multiplié par 1000. Aujourd'hui, c'est les pays qui sont restés. Parce qu'ils ont fait le dos rond. Ils ont pris le temps de développer leur chaîne de richesse endogène. De développer d'abord leur secteur primaire, local. Et quand on dit ce n'est pas en faisant tel que de la grande industrie, ils ont commencé petit. Commencé tel que par vraiment travailler manuellement. Ils ont augmenté les grades, aller vers la transformation artisanale, tout en envoyant les étudiants aller chercher la technologie à l'extérieur. Ils sont venus, ils ont développé leur technologie. Ils sont passés à la phase de transformation industrielle. Tout en maintenant, c'est-à-dire que leur valeur, en maintenant, je veux dire, en enrichissant ici, c'est que je veux dire, leur valeur, oui, la valeur sur quoi? Sur les produits du terroir. Produits du terroir. En enrichissant leur savoir-faire. Parce qu'il faut comprendre, c'est le savoir-faire. Ce que tu dois maîtriser, c'est avoir le savoir-faire. Aujourd'hui, c'est des pays où n'importe quel culture, ils ont un savoir-faire là-dessus. C'est pour ça que leurs produits s'arrachent. C'est pour ça qu'ils se vendent cher. C'est pour ça qu'ils peuvent parler aujourd'hui de souveraineté. Donc, c'est un travail qu'on se doit de faire. Pour cela, ça va demander qu'on se mette au travail, les gars. Pour cela, ça va demander la connaissance. Pour cela, ça va demander qu'on soit du pratico-pratique. Qu'on ne soit pas dans les slogans. Aujourd'hui, nous sommes dans les slogans. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut faire le copier-coller. Non. Comme je t'ai dit, eux, ils ont fait leur révolution. Ils ont fait leur révolution. S'ils sont aujourd'hui à l'échelle industrielle, ils ne sont pas levés un matin. Ils ont commencé, comme nous là, à la main, aux chevaux. Ils ont réfléchi comment accroître la production. Ils ont créé des écoles technologiques. Des écoles technologiques qui ont permis à acquérir la compétence, à pouvoir transformer la matière première. La matière première même que certains n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils sont venus chercher cette matière, ils continuent à venir chercher cette matière première chez nous. Ils transforment, et c'est ça qui a apporté la révolution industrielle. Cette révolution industrielle aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, c'est étape par étape. Et c'est ça qui fait en sorte que chaque pays aujourd'hui qui se respecte protège sa souveraineté. Tu ne peux pas être souverain si tu n'es pas, c'est-à-dire en sécurité. Tu ne peux pas être souverain si tu n'as pas la souveraineté alimentaire.
Tu ne peux pas être souverain si tu n'as pas la souveraineté technologique. Tu ne peux pas être souverain si tu n'as pas la souveraineté, je veux dire, sur le plan de la défense, dans l'armement, si tu n'as pas des armes, si c'est les autres qui te vendent les armes, à quel moment tu peux être tranquille? Tu ne peux pas être souverain que si tu n'as pas la souveraineté énergétique. Tu ne peux pas te prétendre être souverain si tu n'as pas la souveraineté sur le plan de la recherche. Si c'est les autres qui font la recherche et que toi tu viens consommer, tu n'es pas souverain, tu n'es pas tranquille. Tu ne peux pas te dire souverain si tu n'as pas une éducation de qualité. Si tes enfants, ta matière grise, s'exporte à chaque fois. S'il y a des fuites de cerveau, on ne peut pas prétendre être souverain. Donc voilà le partage que je voulais que tu saches. Avant d'aller faire le business, avant d'aller entreprendre en Afrique, tu dois de savoir. Toi qui es en Afrique, avant de te lancer dans n'importe quel business, tu dois de réfléchir. Tu te dois d'abord de privilégier les produits du terroir. Tu veux gagner de l'argent, il y a des commerces à faire. Va vendre le bitacola. Commence à vendre le bobolo. Commence à vendre la tchéké. Commence à vendre le placali. Commence à vendre la nakad. Commence à vendre aujourd'hui le citron, l'huile de palme, le poivre, le njangsang, le bitacola. Vends-nous nos produits du terroir. Commence à vendre le terroir. C'est comme ça que tu vas faire pour créer de la richesse. Et une richesse endogène. Créer une vraie richesse. Une fois que tu as de l'argent, commence à penser maintenant, passer à la phase de transformation. C'est comme ça que tu multiplies encore, tu vois, les sources de richesse. C'est comme ça que tu apportes la plus-value. Une fois que tu es passé maintenant à la phase de transformation, on développe maintenant le secteur tertiaire, la vente. Une fois le secteur tertiaire développé, on peut commencer à développer les secteurs tels que des services. En ce moment, tu peux commencer à rêver que tu veux aller créer les iPhones, tu veux aller créer les drones, tu veux aller créer les services comme le Yango, les taxis et compagnie et tout ça. Parce que derrière, on a une industrie aussi de transformation du métal. On a des chaînes de montage de voitures. Parce qu'on a des chaînes de montage de caterpillar. Parce qu'il y a une industrie qui tourne. Parce qu'il y a du travail, la main-d'œuvre. Parce qu'il y a un pouvoir d'achat. En ce moment, les personnes peuvent consommer. Les personnes peuvent consommer les services. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des personnes comme ça qui viennent nous mettre des services où derrière, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Derrière, il y a l'inflation. Et qui ne sont même pas en adéquation avec les réalités du pays. Et quand tu vas venir faire un business comme ça, tu vas gagner peut-être l'argent en 6 mois, 1 an, et après ça va fermer. Parce que nous n'avons pas l'ensemble, c'est-à-dire que des produits, tout est produit ailleurs. Il suffit que pour un oui, pour un non, ton fournisseur ne te donne plus de produits, ton business s'arrête. Donc tu vois, pense bien ton projet, pense bien ton business avant de te lancer. Tu vois, je prends assez de temps comme ça pour expliquer à chaque fois parce que nous, on va se lancer dans le business par rapport à l'émotion, par rapport au suivisme. On ne pense pas au business. Le business ici, c'est une science, c'est une idéologie, il y a une philosophie. Et quand tu te lances dans le business, pose la question, où est-ce que tu vas aller? Tu vois ton business durer pendant combien de temps? Est-ce que le business que tu vas aller faire aujourd'hui peut rester là pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 100 ans, pendant 200 ans? Donc tu vois que si ton business ne peut même pas rester pendant 2 ans, ce n'est pas la peine. C'est un business alimentaire. La philosophie que je vends ici, c'est pour des business qui peuvent rester comme ça, même 300 ans après toi. Donc quand tu vas penser à un business qui sera là pendant 300 ans, tu vois que ça demande d'avoir beaucoup de patriotisme, ça demande d'être un panafricain, ça demande que tu aies une vision sur le long terme. Donc ce n'est pas une affaire de là, c'est une affaire qui se construit pierre par pierre afin que tu puisses monter un édifice qui va rester comme ça pendant plus de 300 ans. Donc tu vois que ça demande de détermination, ça demande du courage, ça demande de la résilience, ça demande que tu sois discipliné, ça demande que tu ne flanches pas, que tu ne sois pas dans les émotions. Parce que tu sais que nous sommes dans un monde de rapport de force. Ça demande que tu saches où sont tes intérêts. Tu vois que ici, c'est un patrimoine que tu crées, tu ne coupes pas après l'argent. C'est la valeur que tu crées, parce que c'est cette valeur qui va te donner l'argent. Donc l'idée ici, c'est de te dire, ne coupe pas après l'argent, coupe plutôt après la valeur, coupe après la compétence. Voilà, c'est ça mon partage. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses les pouces. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse, comme ça, parler à plusieurs d'entre vous.
comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.